Grand Klaus et Petit Klaus. Dans un village vivaient deux paysans qui portaient le même nom. Ils s'appelaient tous deux Klaus, mais l'un avait 4 chevaux, l'autre n'en avait qu'un. Pour les distinguer l'un de l'autre, on avait nommé le premier Grand Klaus, bien qu'ils fussent de même taille, et le second, qui ne possédait qu'un cheval, Petit Klaus. Écoutez bien maintenant ce qui leur arriva, car c'est une histoire véritable, s'il en fut jamais. Toute la semaine, le petit Klaus travaillait pour le grand à la charrue avec son unique cheval. En retour, Grand Klaus venait l'aider avec ses 4 bêtes, mais une fois la semaine seulement, le dimanche. Oupa! Comme petit Klaus faisait alors claquer son fouet pour exciter ses 5 chevaux, car ce jour-là, il les regardait tous comme siens. Un dimanche qu'il faisait le plus beau soleil, les cloches sonnaient à toute volée, et une foule de gens, parés et endimanchés, leurs livres de prière sous le bras, se rendaient à l'église. Lorsqu'il passait à côté du champ où petit Klaus conduisait la charrue avec les 5 chevaux, dans sa joie et pour faire parade d'un si bel attelage, il faisait le plus de bruit qu'il pouvait avec son fouet et s'écriait à tue-tête. « En avant, tous mes chevaux !»« Qu'est-ce que tu dis donc là ?» interrompit Grand Klaus. « Tu sais bien qu'un seul de ces chevaux t'appartient. » Lorsqu'il vint encore à passer du monde, petit Klaus oublia la remontrance et s'écria de nouveau. « En avant, tous mes chevaux !»« Je te prie de cesser, » dit Grand Klaus. « Si cela t'arrive encore une fois, je donnerai un tel coup sur la tête de ton cheval que je l'assommerai. Alors, tu n'auras plus de cheval du tout. »« Sois tranquille, cela ne m'arrivera plus, » répondit petit Klaus. Il vint à passer un riche paysan, qui lui fit de la tête un signe amical. Petit Klaus se sentit très flatté. Il pensa que cela lui serait beaucoup d'honneur que ce paysan pût croire qu'il possédait les 5 chevaux attelés à sa charrue. Il fit de nouveau claquer son fouet, en criant encore plus fort que les autres fois. « Donc, en avant, tous mes chevaux !»« Je t'apprendrai à dire « à tes chevaux !» dit Grand Klaus. Il saisit une bêche et en donna un coup si violent sur la tête du cheval de petit Klaus que la pauvre bête tomba sur le flanc pour ne plus se relever. « Ouh !» fit petit Klaus qui se mit à pleurer. « Voilà que je n'ai plus de cheval !» Mais bientôt, il se dit qu'il ne fallait pas tout perdre. Il écorcha la bête, en fit bien sécher au vent la peau, il la mit dans un sac qu'il hissa sur son dos et il s'en fut vers la ville pour vendre sa peau de cheval. Il avait un long bout de chemin à parcourir. Il lui fallait traverser une grande et sombre forêt. Pendant qu'il y était engagé, survint un ouragan qui obscurcit le ciel, et petit Klaus s'égara tout à fait. Lorsqu'il finit par retrouver la route, il était déjà très tard. Il ne pouvait plus, avant la nuit, arriver à la ville, ni retourner chez lui. Un peu plus loin, il aperçut une grande maison de ferme. Les volets étaient fermés, mais les rayons de lumière passaient à travers les fentes. « On m'accordera bien un gîte pour la nuit, » pensa-t-il, et il alla frapper à la porte. Une paysanne, la maîtresse de la maison, vint ouvrir. Klaus présenta sa demande, mais elle lui répondit qu'il eut à passer son chemin, que son mari n'était pas là, et qu'en son absence, elle ne recevait pas d'étrangers. « Il me faudra donc rester la nuit à la Belle Étoile, » dit petit Klaus. La paysanne, sans lui répondre, lui ferma la porte au nez. Près de la maison, il y avait une grange, contre laquelle s'élevait un hangar couvert d'un toit plat de chaume. « Je m'en vais grimper là, » se dit Klaus. « Cela vaudra mieux que de coucher par terre, et même ce chaume me fera un excellent lit. Un couple de cigognes niche sur ce toit, mais j'espère bien que, si je me conduis convenablement à leur égard, elles ne viendront pas me donner des coups de bec quand je dormirai. » Aussitôt dit, aussitôt fait. Il se hissa sur le toit et, après s'être tourné et retourné comme un chat, il s'y installa commodément pour la nuit. Voilà qu'il aperçoit que les volets de la maison sont trop courts vers le haut, de façon que de l'endroit où il est, il voit tout ce qui se passe dans la grande chambre du rez-de-chaussée. Il y avait là une table, couverte d'une belle nappe, sur laquelle se trouvait un rôti,
un superbe poisson et une bouteille de vin. La paysanne et le sacristain du village étaient assis devant la table, personne d'autre. L'hôtesse versait du vin au sacristain qui s'apprêtait à manger une tranche de poisson, un brochet, son mets favori. Klaus, qui n'avait pas soupé, tendait le cou et regardait avidement ces savoureuses victuailles. Et ne voilà-t-il pas qu'il aperçoit encore un magnifique gâteau tout doré qui était destiné au dessert. Quel régal cela faisait! Tout à coup, on entend le pas d'un cheval. Il s'arrête devant la maison. Il ramenait le fermier, le mari de la paysanne. C'était un excellent homme, mais un jour, étant gamin, il avait été battu par un sacristain qui le croyait coupable d'avoir sonné les cloches à une heure indue. C'était un de ses camarades qui avait fait le tour. Depuis ce jour, notre fermier avait juré une haine féroce à toute la gente des sacristains. Il lui suffisait d'en apercevoir un pour se mettre en fureur. Si le sacristain était allé dire bonsoir à la fermière, c'est qu'il savait le maître de la maison absent. La paysanne, qui ne partageait pas les préjugés de son mari, lui avait préparé ce beau festin. Lorsqu'ils entendirent les pas du cheval et qu'ils reconnurent le fermier à travers les fentes du volet, ils furent très effrayés, et la paysanne supplia le sacristain de se cacher dans une grande caisse vide. Il le fit volontiers. Il savait que le brave fermier avait la faiblesse de ne pas supporter la vue d'un sacristain. Puis, la femme cacha vite dans le four les mets, le gâteau et la bouteille de vin. Si le mari avait vu tous ces apprêts, il aurait demandé ce que cela signifiait. Il aurait fallu mentir et peut-être se serait-elle troublée. « Quel malheur !» s'écria petit Klaus du haut de son toit, lorsqu'il vit disparaître des plats appétissants. « Hé, qui est donc là ?» dit le fermier, entendant cette exclamation. Il leva la tête et aperçut petit Klaus. Celui-ci raconta ce qui lui était arrivé et demanda la permission de rester sur le toit de chaume. « Descends donc plutôt !» répondit le fermier. « Tu dormiras dans la maison. Et puis, tu ne refuseras sans doute pas de souper avec moi. » La femme le reçut avec force sourire et démonstration de joie. Elle remit la nappe sur la table et leur servit un grand plat rempli de soupe. Le fermier, qui avait très faim, se mit à manger de bon appétit. Petit Klaus ne trouvait pas la soupe mauvaise, mais il pensait avec regret aux succulents rôtis, aux poissons, au gâteau qu'il avait vu disparaître dans le four. Il avait placé sous la table le sac avec la peau de cheval, et il avait ses pieds dessus. Dans son dépit de ne rien goûter de toutes ces bonnes choses, il eut un mouvement d'impatience, et il appuya brusquement du pied sur le sac. La peau, fraîchement séchée, craqua bruyamment. « Psst, psst !» dit petit Klaus, comme s'il voulait faire taire quelqu'un. Mais en même temps, il donna un nouveau coup de pied au sac, et on entendit un craquement encore plus fort. « Tiens !» dit le paysan, « qu'as-tu donc dans ce sac ?»« C'est un magicien, » répondit petit Klaus. « Il m'apprend, dans son langage, que nous devrions laisser la soupe et manger le rôti, le poisson et le gâteau, que par enchantement, il a fait venir dans le four. »« N'est-ce pas une plaisanterie ?» s'exclama le fermier. Et il sauta sur la porte du four et resta les yeux écarquillés devant les mets friands et succulents que sa femme y avait cachés, mais qu'il crut apportés là par un magicien. La fermière fit également l'étonnée et se garda bien de risquer une observation. Elle servit sur la table rôti, poisson et gâteau, et les deux hommes s'en régalèrent à cœur joie. Voilà que Klaus donna de nouveau en tapinois un coup de pied à son sac. Le même craquement se fit entendre. « Que dit-il encore ?» demanda le fermier. « Il me conte, » répondit le petit Klaus, « qu'il ne veut pas que nous ayons soif. Toujours par enchantement, il a fait arriver à travers les airs 3 bouteilles d'excellent vin qui sont quelque part dans un coin, ici, dans la chambre. » Le fermier chercha et aperçut en effet les bouteilles que la pauvre femme fut contrainte de déboucher et de placer sur la table. Les deux hommes s'en versèrent de copieuses rasades et le fermier devint très joyeux. « Dis donc, » demanda-t-il, « ton magicien peut-il aussi évoquer le diable ? En ce moment que je me sens si bien et de si bonne humeur, rien ne me divertirait mieux que de voir maître Belzébuth faire ses grimaces. »«
Oh, oui, répondit Klaus. Mon sorcier fait tout ce que je lui demande. N'est-il pas vrai? Continua-t-il, en heurtant son sac du pied. Tu entends? Il dit oui. Mais il ajoute que le diable est si laid que nous ferions mieux de ne pas demander à le voir. Moi, je n'ai pas peur aujourd'hui, dit le fermier. À qui peut-il bien ressembler, Satan? Il a tout à fait l'air d'un sacristain. Ah, dit le paysan, dans ce cas, il est affreux, en effet. Il faut que tu saches que j'ai les sacristains en horreur. Tant pis, cependant. Comme je suis prévenu que ce n'est pas un vrai sacristain, mais bien le diable en personne, sa vue ne me fera pas une impression trop désagréable. Vidons encore la dernière bouteille pour nous donner du courage. Recommande toutefois qu'il ne m'approche pas de trop près. Voyons. Es-tu bien décidé? Dit petit Klaus. Alors, je vais consulter mon magicien. Il remua son sac et tint son oreille contre. Eh bien, dit le paysan, il dit que vous pouvez aller ouvrir le grand coffre qui est là-bas dans le coin. Vous y verrez le diable qui s'y tient blotti. Mais tenez bien le couvercle et ne le soulevez pas trop pour que le malin ne s'échappe pas. En avant, dit le fermier. Viens m'aider à tenir ferme le couvercle. Ils allèrent vers la caisse, où le pauvre sacristain était accroupi, tout tremblant de peur. Le paysan leva un peu le dessus et regarda. « Oh !» s'écria-t-il, en faisant un saut en arrière. « Je l'ai donc vu, cet affreux Satan. En effet, c'est notre sacristain tout vif. Oh, quelle horreur !» Pour se remettre de son émotion, le fermier voulut boire encore un coup. Comme les 3 bouteilles étaient vides, il alla en chercher une à la cave. Ils restèrent longtemps assis, à trinquer et à jaser. « Ce magicien, dit enfin le paysan, il faut que tu me le vendes. Demande le prix que tu veux. Tiens, je te donnerai un boisseau plein d'écus. Non, je ne puis pas, répondit petit Klaus. Pense donc quel profit je puis tirer de cet obligeant sorcier qui fait tout ce que je veux. Voyons, fais-moi cette amitié, dit le paysan. Si tu ne me le donnes pas, je me consumerai de regret. Allons, soit. Puisque tu as montré ton bon cœur en m'offrant un gîte pour la nuit, je ferai ce sacrifice. Mais tu sais, j'aurai un plein boisseau d'écus. Et la bonne mesure? C'est entendu, dit le paysan. Il faut aussi que tu emportes cette caisse là-bas. Je ne veux plus la voir une minute à la maison. On ne sait pas, peut-être, le diable y est-il resté logé. Le marché conclu, petit Klaus voulut absolument partir au milieu de la nuit, de peur que le paysan ne vînt à changer d'avis. Il livra sa marchandise, son sac avec la peau, et reçut tout un boisseau de beaux écus trébuchants. Bien qu'il pût emporter la caisse, le paysan lui donna en outre une petite charrette. Petit Klaus y chargea son argent et le coffre contenant le sacristain. Après une cordiale poignée de main échangée avec le paysan, il s'en alla, reprenant le chemin de la maison. Il traversa de nouveau la grande forêt et arriva sur les bords d'un fleuve large et profond, dont le courant était si rapide que les plus forts nageurs avaient bien de la peine à le remonter. On y avait construit tout nouvellement un pont. Petit Klaus s'y engagea, poussant sa charrette. Au milieu, il s'arrêta et dit tout haut pour que le sacristain pût l'entendre. « Ma foi, j'en ai assez de traîner cette sotte caisse. Elle est lourde, comme si elle était pleine de pierres. Je m'en vais la jeter à l'eau. Si elle surnage, je la repêcherai bien quand elle passera devant ma maison. Si elle va au fond, la perte ne sera pas grande. » Et il empoigna le coffre et commença à le soulever, comme s'il voulait le placer sur le parapet et le précipiter dans la rivière. « Non, non, pitié !» s'écria le sacristain. « Laisse-moi sortir auparavant. »« Ouh, ouh !» dit le petit Klaus, comme s'il avait peur. « Le diable est resté enfermé dedans. C'est maintenant que je vais certainement le lancer à l'eau pour qu'il se noie et que le monde en soit débarrassé. »« Au nom du ciel, non, non !» hurla le sacristain. « Je te donnerai un plein boisseau d'écus si tu me laisses sortir. »« Cela, c'est une autre chanson, » dit Klaus. Et il ouvrit la caisse. Le sacristain, bien que tout courbaturé, s'élança dehors, et, saisissant le coffre, il le jeta à la rivière, et poussa un profond soupir de soulagement. Puis il mena Klaus dans sa maison, et lui remit un boisseau rempli d'argent. Klaus le chargea sur sa charrette à côté de l'autre,
puis il rentra chez lui. « Je n'aurais jamais rêvé que mon cheval me rapporterait une telle somme, » se dit-il, lorsqu'il eut mis en un tas par terre toutes les belles pièces qu'il avait gagnées. « Comme Grand Klaus sera vexé quand il saura qu'au lieu de me faire du tort, c'est à lui que je dois d'être devenu riche. Cependant, je ne veux pas lui conter l'affaire directement. Prenons un billet pour la lui apprendre. » Il envoya un gamin emprunter un boisseau chez Grand Klaus. « Que peut-il bien avoir à mesurer ?» se dit ce dernier, et il enduisit de poids le fond du boisseau, pour qu'il y restât attaché quelques parcelles de ce qu'on allait y mettre. Et en effet, lorsqu'on lui rapporta le boisseau, il trouva au fond 3 shillings d'argent tout flambant neuf. « Qu'est-ce cela ?» se dit Grand Klaus, et il courut aussitôt chez Petit Klaus. « Comment ?» lui demanda-t-il. « As-tu donc tant d'argent que tu remplisses un boisseau ?»« Oh, c'est ce qu'on m'a donné hier soir en ville, pour ma peau de cheval. Les peaux ont haussé de prix, comme cela ne s'est jamais vu. »« Quelle bonne affaire je t'ai fait faire, » dit Grand Klaus. Et il retourna au plus vite chez lui, prit une hache et en abattit ses 4 chevaux. Il les écorcha proprement et s'enfuit avec les peaux à la ville. « Peaux, des peaux, qui veut acheter des peaux ?» criait-il à travers les rues. Les tanneurs, les cordonniers arrivèrent et lui demandèrent son prix. « Un boisseau plein d'écus pour chacune, » répondit-il. « Tu veux te moquer ou tu es fou ?» s'écrièrent-ils. « Crois-tu que nous donnions l'argent par boisseau ?» Il s'en alla plus loin, beuglant toujours plus fort. « Peaux, des peaux, qui en veut des peaux ?» Il arriva encore des gens pour les lui acheter. À tous, il demandait un boisseau rempli d'écus pour chaque peau. Bientôt, il ne fut question dans toute la ville que de ce mauvais plaisant qui voulait autant d'une peau de cheval que d'une maison. « Il se moque de nous, » dirent-ils tous. Les cordonniers prirent leurs tire-pieds, les tanneurs leurs tabliers. Ils se jetèrent sur lui et le rossèrent de toute leur force. « Peau, des peaux !» criaient-ils, pour se moquer de lui à leur tour. « Nous allons te tanner la peau et tu pourras la vendre avec les autres. Ce sera du beau maroquin écarlate. » Et en effet, le sang coulait sous les coups furieux qu'il recevait. Il s'enfuit de toute la vitesse de ses jambes et tout moulu, tout meurtri, s'échappa enfin de la ville. « C'est bon, » se dit-il, quand il fut de retour chez lui. « Petit Klaus me paiera cela, je m'en vais le tuer. » Or, en ce même jour, la grand-mère de Petit Klaus venait de trépasser. Elle n'avait guère été tendre pour lui. Elle grondait toujours, mais il n'en était pas moins très affligé, et il prit le corps de la vieille femme et le plaça dans son propre lit, qu'il avait préalablement bien chauffé à la bassinoire. Il pensait qu'elle n'était peut-être qu'engourdie et que la chaleur la ranimerait. Il alluma un bon feu dans le poêle et il s'assit lui-même pour passer la nuit sur un fauteuil dans un coin. Voilà qu'au milieu de la nuit, la porte s'ouvre et Grand Klaus entre, une hache à la main. Il savait où se trouvait le lit de Petit Klaus. Il s'y dirige sur la pointe des pieds et frappe du côté de l'oreiller, un terrible coup avec sa hache. Il fend la tête de la morte. « Voilà qui est fait, » dit-il. « Maintenant, tu ne te railleras plus de moi. » Et il rentre tout gaiement chez lui. « Quel mauvais caractère il a, ce Grand Klaus !» se dit le petit, qui n'avait pas bougé ni soufflé mot. « Il voulait me tuer. Et si ma grand-mère n'avait pas été morte, c'est elle qui l'aurait assassiné. » Il rajusta avec art la tête de sa grand-mère et cacha la blessure sous un bonnet à dentelle et à ruban. Il mit à la morte ses vêtements du dimanche. Puis, il alla emprunter le cheval de son voisin et l'attela à sa carriole. Il y plaça au fond le corps de la vieille femme, monta sur le siège et partit pour la ville. Au lever du soleil, il y arriva et s'arrêta devant une grande auberge. L'aubergiste était très riche et c'était un excellent homme. Mais il avait un terrible défaut. Il était colère à l'excès. À la moindre contrariété, il éclatait comme s'il n'avait été que poudre et salpêtre. Il était déjà levé et debout sur le seuil de la porte. « Bonjour, dit-il à Petit Klaus, te voilà sorti de bien bonne humeur. »« Oui, répondit l'autre, je m'en viens à la ville avec ma grand-mère pour faire des emplettes, mais elle ne veut pas descendre de la voiture, elle est très entêtée. Cependant, si vous voulez lui apporter un verre de bonne hydromel, je pense qu'elle le prendra volontiers.
Mais il faut que vous lui parliez de votre voix la plus forte. Elle n'entend pas bien. » « Oh, elle ne refusera pas mon hydromel, » dit l'aubergiste. Et tandis que petit Klaus entrait dans la salle, il alla remplir un grand verre à son meilleur tonnelier et le porta à la vieille femme morte qu'il croyait assise debout au fond de la carriole. « Voilà un bon verre d'hydromel que vous envoie votre petit-fils » cria-t-il. Pas de réponse. La morte ne bougea pas. « N'entendez-vous pas » répéta-t-il en élevant encore la voix, au point que les vitres en tremblèrent. « Votre petit-fils vous envoie ce verre d'hydromel. Jamais vous n'en aurez bu de meilleur. » Et il recommença encore 2 ou 3 fois. À la fin, la colère lui monta au cerveau, en voyant dédaigner son hydromel, dont il était si fier. Il jeta dans sa fureur le verre à la tête de la vieille, qui, sous le choc, tomba sur le côté. Petit Klaus, qui était aux aguets derrière la fenêtre, se précipita dehors et, empoignant l'aubergiste au collet, « Coquin !» cria-t-il. « Tu as tué ma grand-mère. Regarde le trou que tu lui as fait au front. »« Oh, quel malheur !» dit l'aubergiste en se tordant les mains de désespoir. « Voilà ce que c'est d'être emporté et violent. Écoute bien, cher petit Klaus, ne me dénonce pas, et je te donnerai un boisseau plein d'argent, et je ferai enterrer ta grand-mère avec autant de pompe que si c'était la mienne. Mais jamais tu ne souffleras mot sur ce qui vient de se passer. La justice me couperait le cou, et c'est tout ce qu'il y a de plus désagréable. » Petit Klaus accepta le marché, reçut un boisseau plein de beaux écus neufs, et sa grand-mère fut magnifiquement enterrée. Lorsqu'il fut de retour chez lui avec son magot, il envoya de nouveau un gamin emprunter chez Grand Klaus un boisseau. « Quelle est cette plaisanterie ?» se dit Grand Klaus. « Est-ce que je ne l'ai pas tué de ma propre main ? Je m'en vais aller voir moi-même ce que cela signifie. » Et il accourut avec le boisseau. Il resta bouche béante et les yeux écarquillés lorsqu'il aperçut petit Klaus qui avait mis tout son trésor en un seul tas et qui y plongeait les mains avec amour. « Cela t'étonne de me voir encore en vie, » dit petit Klaus. « Mais tu t'es trompé et tu as assommé ma grand-mère. J'ai vendu son corps à un médecin qui m'en a donné plein un boisseau d'argent. »« C'est un fameux prix, » dit Grand Klaus. Et il courut chez lui encore plus vite qu'il n'était venu, prit une hache et tua d'un coup sa pauvre grand-mère. Il chargea son corps sur une voiture et s'enfuit à la ville trouver un apothicaire de sa connaissance pour lui demander s'il ne savait pas un médecin qui voulut acheter un cadavre. « Un cadavre ?» s'écria l'apothicaire. « D'où le tenez-vous et comment avez-vous le droit de le vendre ?»« Oh, il est bien à moi, » répondit Grand Klaus. « C'est le corps de ma grand-mère, je viens de la tuer. Elle n'avait plus grand amusement dans ce monde, la pauvre femme. Et l'on m'en donnera un boisseau plein d'écus. »« Dieu de miséricorde, » dit l'autre, « quelles abominables sornettes vous nous contez. Ne répétez à personne ce que vous venez de me dire. Vous pourriez y perdre votre tête. » Et il lui expliqua que sa grand-mère avait beau être infirme et s'ennuyer sur la terre, il n'en avait pas moins commis un horrible meurtre, et la justice, si elle l'apprenait, le punirait de mort. Grand Klaus fut pris d'effroi. Il sortit à la hâte sans dire adieu, sauta sur la voiture, fouetta les chevaux et s'en retourna chez lui au galop. L'apothicaire crut qu'il était simplement devenu fou et qu'il n'avait pas fait ce dont il s'était vanté. Il le laissa partir, sans informer la justice. Les habits neufs du grand-duc. Il y avait autrefois un grand-duc qui aimait tant les habits neufs qu'il dépensait tout son argent à sa toilette. Lorsqu'il passait ses soldats en revue, lorsqu'il allait au spectacle ou à la promenade, il n'avait d'autre but que de montrer ses habits neufs. À chaque heure de la journée, il changeait de vêtements, et comme on dit d'un roi, il est au conseil, on disait de lui, le grand-duc est à sa garde-robe. La capitale était une ville fort gaie, grâce à la quantité d'étrangers qui y passaient. Mais un jour, il y vint 2 fripons qui se donnèrent pour tisserands et déclarèrent savoir tisser la plus magnifique étoffe du monde. Non seulement les couleurs et le dessin étaient extraordinairement beaux, mais les vêtements confectionnés avec cette étoffe possédaient une qualité merveilleuse. Ils devenaient invisibles pour toute personne qui ne savait pas bien exercer son emploi ou qui avait l'esprit trop borné.
Ce sont des habits impayables, pensa le grand-duc. Grâce à eux, je pourrais connaître les hommes incapables de mon gouvernement. Je saurais distinguer les habiles des niais. Oui, cette étoffe m'est indispensable. Puis il avança aux deux fripons une forte somme, afin qu'ils puissent commencer immédiatement leur travail. Ils dressèrent en effet deux métiers et firent semblant de travailler, quoiqu'il n'y eût absolument rien sur les bobines. Sans cesse, ils demandaient de la soie fine et de l'or magnifique, mais ils mettaient tout cela dans leur sac, travaillant jusqu'au milieu de la nuit avec des métiers vides. « Il faut cependant que je sache où ils en sont, » se dit le grand-duc. Mais il se sentait le cœur serré en pensant que les personnes niaises ou incapables de remplir leurs fonctions ne pourraient voir l'étoffe. Ce n'était pas qu'il doutât de lui-même. Toutefois, il jugea à propos d'envoyer quelqu'un pour examiner le travail avant lui. Tous les habitants de la ville connaissaient la qualité merveilleuse de l'étoffe, et tous brûlaient d'impatience de savoir combien leurs voisins étaient bornés ou incapables. « Je vais envoyer au tisserand mon bon vieux ministre, » pensa le grand-duc. « C'est lui qui peut le mieux juger l'étoffe. Il se distingue autant par son esprit que par ses capacités. » L'honnête vieux ministre entra dans la salle où les deux imposteurs travaillaient avec les métiers vides. « Mon Dieu, » pensa-t-il en ouvrant de grands yeux, « je ne vois rien. » Mais il n'en dit mot. Les deux tisserands l'invitèrent à s'approcher et lui demandèrent comment ils trouvaient le dessin et les couleurs. En même temps, ils montrèrent leur métier et le vieux ministre y fixa ses regards, mais il n'y vit rien, par la raison bien simple qu'il n'y avait rien. « Bon Dieu, » pensa-t-il, « serais-je vraiment borné ? Il faut que personne ne s'en doute. Serais-je vraiment incapable ? Je n'ose avouer que l'étoffe est invisible pour moi. »« Eh bien, qu'en dites-vous ? » dit l'un des tisserands. « C'est charmant, c'est tout à fait charmant, » répondit le ministre en mettant ses lunettes. « Ce dessin et ces couleurs, oui, je dirais au grand-duc que j'en suis très content. »« C'est heureux pour nous, » dirent les deux tisserands, et ils se mirent à lui montrer des couleurs et des dessins imaginaires en leur donnant des noms. Le vieux ministre prêta la plus grande attention pour répéter au grand-duc toutes leurs explications. Les fripons demandaient toujours de l'argent, de la soie et de l'or. Il en fallait énormément pour ce tissu. Bien évidemment qu'ils empochèrent le tout. Le métier restait vide et ils travaillaient toujours. Quelque temps après, le grand-duc envoya un autre fonctionnaire honnête pour examiner l'étoffe et voir si elle s'achevait. Il arriva à ce nouveau député la même chose qu'au ministre. Il regardait toujours, mais ne voyait rien. « N'est-ce pas que le tissu est admirable ?» demandèrent les deux imposteurs, en montrant et expliquant le superbe dessin et les belles couleurs qui n'existaient pas. « Cependant, je ne suis pas niais, » pensait l'homme. « C'est donc que je ne suis pas capable de remplir ma place ? C'est assez drôle, mais je prendrai bien garde de la perdre. » Puis il fit l'éloge de l'étoffe et témoigna toute son admiration pour le choix des couleurs et le dessin. « C'est d'une magnificence incomparable, » dit-il au grand-duc, « et toute la ville parlera de cette étoffe extraordinaire. » Enfin, le grand-duc lui-même voulut la voir, pendant qu'elle était encore sur le métier. Accompagné d'une foule d'hommes choisis, parmi lesquels se trouvaient les deux honnêtes fonctionnaires, il se rendit auprès des adroits filous qui tissaient toujours, mais sans fil de soie et d'or, ni aucune espèce de fil. « N'est-ce pas que c'est magnifique ?» dirent les deux honnêtes fonctionnaires. « Le dessin et les couleurs sont dignes de votre Altesse. » Et ils montrèrent du doigt le métier vide, comme si les autres avaient pu y voir quelque chose. « Qu'est-ce donc ?» pensa le grand-duc. « Je ne vois rien, c'est terrible. Est-ce que je ne serais qu'un niais ? Est-ce que je serais incapable de gouverner ? Jamais rien ne pouvait arriver de plus malheureux. » Puis, tout à coup, il s'écria. « C'est magnifique ! J'en témoigne ici toute ma satisfaction. » Il hocha la tête d'un air content et regarda le métier sans oser dire la vérité. Toutes les gens de sa suite regardèrent de même, les uns après les autres, mais sans rien voir, et ils répétaient comme le grand-duc. « Oh, c'est magnifique !» Ils lui conseillèrent même de revêtir cette nouvelle étoffe à la première grande procession. « Oh, c'est magnifique, c'est charmant, c'est admirable !» exclamaient toutes les bouches,
et la satisfaction était générale. Les deux imposteurs furent décorés et reçurent le titre de gentilhomme tisserand. Toute la nuit qui précéda le jour de la procession, ils veillèrent et travaillèrent à la clarté de 16 bougies. La peine qu'ils se donnaient était visible à tout le monde. Enfin, ils firent semblant d'ôter l'étoffe du métier, coupèrent dans l'air avec de grands ciseaux, cousirent avec une aiguille sans fil, après quoi ils déclarèrent que le vêtement était achevé. Le grand-duc, suivi de ses aides de camp, alla examiner, et les filous, levant un bras en l'air comme s'ils tenaient quelque chose, dirent « Voici le pantalon, voici l'habit, voici le manteau. C'est léger comme de la toile d'araignée. Il n'y a pas danger que cela vous pèse sur le corps, et voilà surtout en quoi consiste la vertu de cette étoffe. » « Certainement, répondirent les aides de camp, mais ils ne voyaient rien, puisqu'il n'y avait rien. « Si votre Altesse daigne se déshabiller, dirent les fripons, nous lui esserrons les habits devant la grande glace. » Le grand-duc se déshabilla, et les fripons firent semblant de lui présenter une pièce après l'autre. Ils lui prirent le corps comme pour lui attacher quelque chose, il se tourna et se retourna devant la glace. « Grand Dieu, que cela va bien! Quelle coupe élégante !» s'écrièrent tous les courtisans. « Quel dessin, quelle couleur, quel précieux costume !» Le grand maître des cérémonies entra. « Le dais sous lequel votre Altesse doit assister à la procession est à la porte, dit-il. « Bien, je suis prêt, répondit le grand-duc. Je crois que je ne suis pas mal ainsi. » Et il se tourna encore une fois devant la glace pour bien regarder l'effet de sa splendeur. Les chambellans qui devaient porter la queue firent semblant de ramasser quelque chose par terre. Puis ils élevèrent les mains, ne voulant pas convenir qu'ils ne voyaient rien du tout. Tandis que le grand-duc cheminait fièrement à la procession sous son dais magnifique. Tous les hommes dans la rue et aux fenêtres s'écriaient « Quel superbe costume! Comme la queue en est gracieuse! Comme la coupe en est parfaite !» Nul ne voulait laisser voir qu'il ne voyait rien. Il aurait été déclaré niais ou incapable de remplir un emploi. Jamais les habits du grand-duc n'avaient excité une telle admiration. « Mais il me semble qu'il n'a pas du tout d'habits, » observa un petit enfant. « Oh, Seigneur Dieu, entendez la voix de l'innocence, » dit le père. Et bientôt, on chuchota dans la foule en répétant les paroles de l'enfant. « Il y a un enfant qui dit que le grand-duc, il n'a pas d'habits du tout. »« Il n'a pas du tout d'habits ?» s'écria enfin tout le peuple. Le grand-duc en fut extrêmement mortifié, car il lui semblait qu'ils avaient raison. Cependant, sans perdre son sang-froid, il se raisonna et prit sa résolution. « Quoi qu'il en soit, il faut que je reste jusqu'à la fin. » Puis il se redressa plus fièrement encore pour en imposer à son peuple, et les chambellans continuèrent à porter avec respect la queue qui n'existait pas. Hans le balourd. Il y avait dans la campagne un vieux manoir, et dans ce manoir un vieux seigneur, qui avait 2 fils, si pleins d'esprit qu'avec la moitié ils en auraient déjà eu assez. Il voulait demander la main de la fille du roi, mais il n'osait pas, car elle avait fait savoir qu'elle épouserait celui qui saurait le mieux plaider sa cause. Les 2 garçons se préparèrent pendant 8 jours. Ils n'avaient pas plus de temps devant eux. Mais c'était suffisant, car ils avaient des connaissances préalables fort utiles. L'un savait par cœur tout le lexique latin et 3 années complètes du journal de pays, et cela en commençant par le commencement ou en commençant par la fin. L'autre avait étudié les statuts de toutes les corporations et appris tout ce que devait connaître un maître juré. Il pensait pouvoir discuter de l'État et de plus, il s'entendait à broder les harnais, car il était fin et adroit de ses mains. « J'aurai la fille du roi », disaient-ils tous les 2. Leur père donna à chacun d'eux un beau cheval, noir comme le charbon, pour celui à la mémoire impeccable, blanc comme neige, pour le mettre en sciences corporatives et broderies. Puis ils se graissèrent les commissures des lèvres avec de l'huile de foie de morue pour rendre leurs paroles plus fluides. Tous les domestiques étaient dans la cour pour les voir monter à cheval, quand soudain arriva le 3e frère. Ils étaient 3, mais le 3e ne comptait absolument pas. Il n'était pas instruit comme les autres. On l'appelait Hans le balourd. « Où allez-vous ainsi en grande tenue ?» demanda-t-il.
À la cour, gagner la main de la princesse par notre conversation. Tu n'as pas entendu ce que le tambour proclame dans tout le pays ? Et ils le mirent au courant. Parbleu, il faut que j'en sois, fit Hans le balourd. Ses frères se moquèrent de lui et partirent. Père, donne-moi aussi un cheval, cria Hans le balourd. J'ai une terrible envie de me marier. Si la princesse me prend, c'est bien. Et si elle ne me prend pas, je la prendrai quand même. Bêtise, fit le père. Je ne te donnerai pas de cheval, tu ne sais rien dire. Tes frères, eux, sont gens d'importance. Si tu ne veux pas me donner de cheval, répliqua Hans le balourd, je monterai mon bouc. Il est à moi et il peut bien me porter. Et il se mit à califourchon sur le bouc, l'éperonna de ses talons et prit la route à toute allure. Ah, comme il filait! J'arrive, cria-t-il, et il chantait d'une voix claironnante. Les frères avançaient tranquillement sur la route sans mot dire. Ils pensaient aux bonnes réparties qu'ils allaient lancer. Il fallait que ce soit longuement médité. « Hola! Hola !» criait Hans. « Me voilà! Regardez ce que j'ai trouvé sur la route !» Et il leur montra une corneille morte qu'il avait ramassée. « Balourd, qu'est-ce que tu vas faire de ça ?»« Je l'offrirai à la fille du roi. »« C'est parfait !» dirent les frères. Et ils continuèrent leur route en riant. « Hola! Hola! Voyez ce que j'ai trouvé maintenant. Ce n'est pas tous les jours qu'on trouve ça sur la route. » Les frères tournèrent encore une fois la tête. « Balourd, c'est un vieux sabot dont le dessus est parti. Est-ce aussi pour la fille du roi ?»« Bien sûr, dit Hans, et les frères de rire et de prendre une grande avance. « Oh là, oh là, ça devient de plus en plus beau. Oh là, c'est merveilleux. Qu'est-ce que tu as encore trouvé ? Oh, elle va être joliment contente, la fille du roi. Pff, mais ce n'est que de la boue qui vient de jaillir du fossé. Oui, oui, c'est ça, et de la plus belle espèce. On ne peut même pas la tenir dans la main. » Là-dessus, il en remplit sa poche. Les frères chevauchèrent à bride abattue et arrivèrent avec 1 heure d'avance aux portes de la ville. Là, les prétendants recevaient l'un après l'autre un numéro et on les mettait en rang par 6, si serrés qu'ils ne pouvaient remuer les bras. Et c'était fort bien ainsi, car sans cela, ils se seraient peut-être battus rien que parce que l'un était devant l'autre. Tous les autres habitants du pays se tenaient autour du château, juste devant les fenêtres, pour voir la fille du roi recevoir les prétendants. À mesure que l'un d'eux entrait dans la salle, il ne savait plus que dire. « Bon à rien, disait la fille du roi, sortez !» Vint le tour du frère qui savait le lexique par cœur, mais il l'avait complètement oublié pendant qu'il faisait la queue. Le parquet craquait et le plafond était tout en glace, de sorte qu'il se voyait à l'envers, marchant sur la tête. À chaque fenêtre se tenaient 3 secrétaires journalistes et un maître juré, surveillant, qui inscrivait tout ce qui se disait, afin que cela paraisse aussitôt dans le journal que l'on vendait au coin pour dessous. C'était affreux. De plus, on avait chargé le poêle au point qu'il était tout rouge. « Quelle chaleur !» disait le premier des frères. « C'est parce qu'aujourd'hui mon père rôtit des poulets, dit la fille du roi. « Ah, le voilà pris, il ne s'attendait pas à ça. Il aurait voulu répondre quelque chose de drôle et il ne trouvait rien. Bon à rien, sortez !» L'autre frère entra. « Il fait terriblement chaud ici, commença-t-il. Oui, nous rôtissons des poulets aujourd'hui. »« Comment ? Quoi ? dit-il. Et tous les journalistes écrivaient. « Comment ? Quoi ? Bon à rien, sortez !» Vint le tour de Hans le balourd. Il entra sur son bouc jusqu'au milieu de la salle. « Quelle fournaise !» dit-il. « Oui, nous rôtissons des poulets aujourd'hui. »« Quelle chance !» fit Hans le balourd. « Alors, je pourrais sans doute me faire rôtir une corneille ?»« Mais bien sûr, » dit la princesse. « Mais as-tu quelque chose pour la faire rôtir ? Car moi, je n'ai ni peau ni poêle. »« Et moi j'en ai, » dit Hans. « Voilà une casserole cerclée d'étain. » Et il sortit le vieux sabot et posa la corneille au milieu. « Voilà tout un repas, » dit la fille du roi. « Mais où prendrons-nous la sauce ?»« Dans ma poche, » dit Hans le balourd. « J'en ai tant que je veux. » Et il fit couler un peu de boue de sa poche.
Ça me plaît, dit la fille du roi. Toi, tu as réponse à tout et tu sais parler, et je te veux pour époux. Mais sais-tu que chaque mot que nous avons dit paraîtra demain matin dans le journal ? À chaque fenêtre se tiennent 3 secrétaires journalistes et un vieux maître juré surveillant. Et ce vieux-là est pire encore que les autres, car il ne comprend rien de rien. Elle disait cela pour lui faire peur. Tous les secrétaires journalistes, par protestation, firent des taches d'encre sur le parquet. « Voilà du beau monde !» dit Hans le balourd. « Je vois qu'il faut que je m'en mêle et que je donne à leur patron tout ce que j'ai de mieux. » Il retourna sa poche et lança au maître juré le reste de la boue en pleine figure. « Ça, c'est du beau travail, » dit la princesse. « Je n'en aurais pas fait autant. Mais j'apprendrai à mon tour à les traiter comme ils le méritent. » C'est ainsi que Hans le balourd devint roi. Il eut une femme et une couronne et s'assit sur un trône, et c'est le journal qui nous en informa. Mais peut-on vraiment se fier aux journaux ? L'heureuse famille. La plus grande feuille dans ce pays est certainement la feuille de bardane. Si on la tient devant son petit estomac, on croit avoir un véritable tablier. Et si les jours de pluie on la pose sur sa tête, elle vaut presque un parapluie, tant elle est immense. Jamais une bardane ne pousse isolée. Où il y en a une, il y en a beaucoup d'autres. Et c'est une nourriture véritablement délicieuse pour les escargots. Je parle des grands escargots blancs que les gens distingués faisaient autrefois préparer en fricassé. Il y avait un vieux château où l'on ne mangeait plus d'escargots. Ils avaient presque disparu. Mais la bardane, elle, était plus vivace que jamais. Elle envahissait les allées et les plates-bandes. On ne pouvait en venir à bout. C'était une vraie forêt. De ci, de là, s'élevait un prunier ou un pommier, sans lesquels on n'aurait jamais cru que ceci avait été un jardin. Tout était bardane. Et là-dedans vivaient les 2 derniers et très vieux escargots. Ils ne savaient pas eux-mêmes quel âge ils pouvaient avoir, mais ils se souvenaient qu'ils avaient été très nombreux, qu'ils étaient d'une espèce venue de l'étranger et que c'est pour eux que toute la forêt avait été plantée. Ils n'en étaient jamais sortis, mais ils savaient qu'il y avait dans le monde quelque chose qui s'appelait le château, où l'on était apporté pour être cuit, ce qui avait pour effet de vous faire devenir tout noir, puis on était posé sur un plat d'argent sans que l'on puisse savoir ce qui arrivait par la suite. Être cuit, devenir tout noir et couché sur un plat d'argent, il ne s'imaginait pas ce que cela pouvait être, mais ce devait être très agréable et supérieurement distingué. Ni la taupe, ni le crapaud, ni le ver de terre interrogé ne pouvaient donner là-dessus le moindre renseignement. Aucun d'eux n'avait été cuit. Les vieux escargots blancs savaient qu'ils étaient les plus nobles de tous. La forêt existait à leur usage unique et le château était là afin qu'ils puissent être cuits et mis sur un plat d'argent. Ils vivaient très solitaires mais heureux et comme ils n'avaient pas d'enfants, ils avaient recueilli un petit colimaçon tout ordinaire qu'ils élevaient comme s'il était leur propre fils. Le petit ne grandissait guère parce qu'il était d'une espèce très vulgaire. Un jour, une forte pluie tomba. « Écoutez comme ça tape sur les feuilles de bardane, » dit le père. « Et les gouttes transpercent tout, » dit la mère. « Il y en a qui descendent même le long des tiges. Tout va être mouillé. Quelle chance d'avoir chacun une bonne maison, et le petit aussi. On a fait plus pour nous que pour toutes les autres créatures. On voit bien que nous sommes les maîtres du monde. Dès notre naissance, nous avons notre propre maison et la forêt de bardane semée pour notre usage. Je me demande ce qu'il y a au-delà. » « Il n'y a rien au-delà, » dit le père. « Nulle part on pourrait être mieux que chez nous, et je n'ai rien à désirer. »« Si, » dit la mère, « je voudrais être portée au château, être cuite et mise sur un plat d'argent. Tous nos ancêtres l'ont été, et crois-moi, ce doit être quelque chose d'extraordinaire. »« Le château est sans doute écroulé, » dit le père, « ou bien la forêt a poussé par-dessus, et les hommes n'ont plus pu en sortir. Du reste, il n'y a rien d'urgent à le savoir. Mais tu es toujours si agité, et le petit commence à l'être aussi. Ne grimpe-t-il pas depuis 3 jours le long de cette tige ? » ?»« Oh, ne le gronde pas, » dit la mère. « Il grimpe si prudemment.
Tu verras, nous en aurons de la satisfaction, et nous autres vieux n'avons pas d'autre raison d'exister. Mais une chose me préoccupe. Comment lui trouver une femme? Crois-tu que, au loin dans la forêt, on pourrait encore trouver une jeune fille de notre race? Oh, des limaces noires, ça je crois qu'il y en a encore, mais sans coquilles et vulgaires, et avec ça elles ont des prétentions. Nous pourrions en parler aux fourmis qui courent de tous les côtés, comme si elles avaient quelque chose à faire. Peut-être qu'elles connaîtraient une femme pour notre petit. Je connais la plus belle des belles, dit la fourmi, mais je crains qu'elle ne fasse pas l'affaire. C'est une reine. Qu'est-ce que ça fait? Dit le père. A-t-elle une maison? Un château qu'elle a, dit la fourmi. Un merveilleux château de fourmis, avec 700 couloirs. Merci bien, dit la mère. Notre fils n'ira pas dans une fourmilière. Si vous n'avez rien de mieux à nous offrir, nous nous adresserons aux moustiques blancs. Ils volent de tous côtés sous la pluie et dans le soleil et connaissent la forêt. Nous avons une femme pour lui, susurrèrent les moustiques. À 100 pas d'humain d'ici se tient, sur un groseillier, une petite fille escargot à coquille qui est là toute seule et en âge de se marier. Qu'elle vienne vers lui, dit le père. Il possède une forêt de bardanes, elle n'a qu'un simple buisson. Alors, les moustiques allèrent chercher la petite jeune fille escargot. On l'attendit 8 jours, ce qui prouve qu'elle était bien de leur race. Ensuite, la noce eut lieu. 6 vers luisants étincelèrent de leur mieux. Du reste, tout se passa très calmement. Le vieux ménage escargot ne supportant ni la bombance ni le chahut. Madame Escargot tint un émouvant discours. Le père était trop ému, et c'est toute la forêt de Bardane que le jeune ménage reçut en dot. Les parents disant, comme ils l'avaient toujours dit, que c'était là ce qu'il y avait de meilleur au monde, et que si les jeunes vivaient dans l'honnêteté et la droiture et se multipliaient, eux et leurs enfants auraient un jour l'honneur d'être portés au château, cuits et mis sur un plat d'argent. Après ce discours, les vieux rentrèrent dans leurs coquilles et n'en sortirent plus jamais. Ils dormaient. Le jeune couple régna sur la forêt et eut une grande descendance, mais ils ne furent jamais cuits et ils n'eurent jamais l'honneur du plat d'argent. Ils en conclurent que le château s'était écroulé, que tous les hommes sur la terre étaient morts. La pluie battait sur les feuilles de bardane pour leur offrir un concert de tambours. Le soleil brillait afin de donner une belle couleur aux feuilles de bardane. Ils en étaient très heureux, oui. Toute la famille vivait heureuse. Le jardinier et ses maîtres. À une petite lieue de la capitale se trouvait un château. Ses murailles étaient épaisses. Ses tours avaient des créneaux et des toits pointus. C'était un ancien et superbe château. Là résidait, mais pendant l'été seulement, une noble et riche famille. De tous les domaines qu'elle possédait, ce château était la perle et le joyau. On l'avait récemment restauré extérieurement, orné et décoré si bien qu'il brillait d'une nouvelle jeunesse. À l'intérieur régnait le confortable joint à l'agréable. Rien n'y laissait à désirer. Au-dessus de la grande porte était sculpté le blason de la famille. De magnifiques guirlandes de roses ciselées dans la pierre entouraient les animaux fantastiques des armoiries. Devant le château s'étendait une vaste pelouse. On y voyait, s'élançant au milieu du vert gazon, des bouquets d'aubépines rouges, d'épines blanches, des parterres de fleurs rares, sans parler des merveilles que renfermait une grande serre bien entretenue. La noble famille possédait un fameux jardinier. Aussi était-ce un plaisir de parcourir le jardin aux fleurs, le verger, le potager. Au bout de ce dernier, il existait encore un reste du jardin des anciens temps. C'étaient des buissons de buis et d'ifs, taillés en forme de pyramides et de couronnes. Derrière s'élevaient 2 vieux arbres énormes. Ils étaient si vieux qu'ils n'y poussaient presque plus de feuilles. On aurait pu s'imaginer qu'un ouragan ou une trombe les avait couverts de tas de boue et de fumier. Mais c'étaient des nids d'oiseaux qui occupaient presque toutes les branches. Là nichait, depuis de temps immémorial, toute une bande de corneilles et de choucas. Cela formait comme une cité. Ces oiseaux avaient élu domicile en ce lieu avant tout le monde. Ils pouvaient sans prétendre les véritables seigneurs,
Et de fait, ils avaient l'air de mépriser fort les humains qui étaient venus usurper leur domaine. Toutefois, quand ces êtres d'espèce inférieure, incapables de s'élever de dessus terre, tiraient quelques coups de fusil dans le voisinage, Corneille et Chouka se sentaient froids dans le dos et s'enfuyaient à tire-d'aile en criant « Rac, rac !» Le jardinier parlait souvent à ses maîtres de ces vieux arbres, prétendant qu'ils gâtaient la perspective, conseillant de les abattre. On aurait en outre l'avantage d'être ainsi débarrassé de ces oiseaux aux cris discordants qui seraient forcés d'aller nicher ailleurs. Les maîtres n'entendaient nullement de cette oreille-là. Ils ne voulaient pas que les arbres ni les corneilles disparussent. C'est, disait-il, un vestige de la vénérable antiquité qu'il ne faut pas détruire. Voyez-vous, cher Larsen, ajouta-t-il, ces arbres sont l'héritage de ces oiseaux. Nous aurions tort de le leur enlever. Larsen, comme vous le saisissez parfaitement, était le nom du jardinier. N'avez-vous donc pas assez d'espace, continuaient les maîtres, pour déployer vos talents? Vous avez un grand jardin aux fleurs, une vaste serre, un immense potager. Que feriez-vous de plus d'espace? En effet, ce n'était pas le terrain qui lui manquait. Il le cultivait du reste, avec autant d'habileté que de zèle. Les maîtres le reconnaissaient volontiers. Ils ne lui cachaient pas cependant qu'ils avaient parfois vu et goûté, chez d'autres, des fleurs et des fruits qui surpassaient ce qu'ils trouvaient dans leur jardin. Le brave homme se chagrinait de cette remarque, car il faisait de son mieux, il ne pensait qu'à satisfaire ses maîtres, et il connaissait à fond son métier. Un jour, ils le mandèrent au salon et lui dirent, avec toute la douceur et la bienveillance possible, que, la veille, dînant au château voisin, ils avaient mangé des pommes et des poires, si parfumées, si savoureuses, si exquises, que tous les convives en avaient exprimé leur admiration. Ces fruits, poursuivirent leurs maîtres, ne sont probablement pas des produits de ce pays-ci, ils viennent certainement de l'étranger. Mais il faudrait tâcher de se procurer l'espèce d'arbre qui les porte et l'acclimater. Ils avaient été achetés, à ce qu'on nous a dit, chez le premier fruitier de la ville. Montez à cheval, allez le trouver, pour savoir d'où il a tiré ses fruits. Nous ferons venir des greffes de cette sorte d'arbre, et votre habileté fera le reste. Le jardinier connaissait parfaitement le fruitier. C'était précisément à lui qu'il vendait le superflu des fruits de son verger. Il partit à cheval pour la ville et demanda au fruitier d'où provenaient ces poires et ces pommes délicieuses qu'on avait mangées au château. « Elles venaient de votre propre jardin, » répondit le fruitier. Et il lui montra les pommes et les poires pareilles, que le jardinier reconnut aussitôt pour les siennes. Combien il en fut réjoui, vous pouvez aisément le deviner. Il accourut au plus vite et raconta à ses maîtres que ces fameuses pommes et ces poires délicieuses étaient les fruits des arbres de leur jardin. Les maîtres se refusaient à le croire. « Ce n'est pas possible, mon bon Larsen. Tenez, je gage que le fruitier se garderait bien de vous l'attester par écrit. » Le lendemain, Larsen apporta l'attestation, signée du fruitier. « C'est tout ce qu'il y a de plus extraordinaire, » dirent les maîtres. De ce moment, tous les jours, on plaça sur la table de pleines corbeilles de ces pommes et de ces poires. On en expédia aux amis de la ville et de la campagne, même aux amis des pays étrangers. Ces présents faisaient plaisir à tout le monde, à ceux qui les recevaient et à ceux qui les donnaient. Mais pour que l'orgueil du jardinier n'en fût point trop exalté, on eut soin de lui faire remarquer combien l'été avait été favorable aux fruits, qui avaient partout réussi à merveille. Quelque temps se passa. La noble famille fut invitée à dîner à la cour. Le lendemain, le jardinier fut de nouveau appelé au salon. On lui dit que des melons d'un parfum et d'un goût merveilleux avaient été servis sur la table du roi. Ils viennent des serres de sa majesté. Il faudrait, cher Larsen, obtenir du jardinier du roi quelques pépins de ces fruits incomparables. Mais c'est de moi-même que le jardinier tient la graine de ces melons, dit joyeusement le jardinier. Il faut donc, répartit le seigneur, que cet homme ait su les perfectionner singulièrement par sa culture, car je n'en ai jamais mangé de si savoureux. L'eau m'en vient à la bouche en y songeant. Eh bien, dit le jardinier, voilà de quoi me rendre fier. Il faut donc que votre seigneurie sache
que le jardinier du roi n'a pas été heureux cette année avec ce melon. Ces jours derniers, il est venu me voir. Il a vu combien les miens avaient bonne mine. Et après en avoir goûté, il m'a prié de lui en envoyer 3 pour la table de sa majesté. Non, non, mon brave Larsen, ne vous imaginez pas que ces divins fruits que nous avons mangés hier proviennent de votre jardin? J'en suis parfaitement certain, répondit Larsen, et je vous en fournirai la preuve. Il alla trouver le jardinier du roi et se fit donner par lui un certificat d'où il résultait que les melons qui avaient figuré au dîner de la cour avaient bien réellement poussé dans les serres de ses maîtres. Les maîtres ne pouvaient revenir de leur surprise. Ils ne firent pas un mystère de l'événement, bien loin de là. Ils montrèrent ce papier à qui le voulut voir. Ce fut à qui leur demanderait alors des pépins de leurs melons et des greffes de leurs arbres fruitiers. Les greffes réussirent de tous côtés. Les fruits qui en acquirent reçurent partout le nom des propriétaires du château, de sorte que ce nom se répandit en Angleterre, en Allemagne et en France. Qui se serait attendu à rien de pareil? Pourvu que notre jardinier n'aille pas concevoir une trop haute opinion de lui-même, se disaient les maîtres. Leur appréhension était mal fondée. Au lieu de s'enorgueillir et de se reposer sur sa renommée, Larsen n'en eut que plus d'activité et de zèle. Chaque année, il s'attacha à produire quelques nouveaux chefs-d'œuvre. Il y réussit presque toujours, mais il ne lui en fallut pas moins entendre dire souvent que les pommes et les poires de la fameuse année étaient les meilleurs fruits qu'il eût obtenus. Les melons continuaient sans doute à bien venir, mais ils n'avaient plus tout à fait le même parfum. Les fraises étaient excellentes, il est vrai, mais pas meilleures que celles du comte. Et lorsqu'une année les petits radis manquèrent, il ne fut plus question que de ces détestables petits radis. Des autres légumes, qui étaient parfaits, pas un mot. On aurait dit que les maîtres éprouvaient un véritable soulagement à pouvoir s'écrier « Quels atroces petits radis, vraiment, cette année est bien mauvaise, rien ne vient bien cette année !» 2 ou 3 fois par semaine, le jardinier apportait des fleurs pour orner le salon. Il avait un art particulier pour faire les bouquets. Il disposait les couleurs de telle sorte qu'elles se faisaient valoir l'une l'autre et il obtenait ainsi des effets ravissants. « Vous avez bon goût, Charles Larsen, disaient les maîtres. « Vraiment, oui. Mais n'oubliez pas que c'est un don de Dieu. On le reçoit en naissant. Par soi-même, on n'en a aucun mérite. » Un jour, le jardinier arriva au salon avec un grand vase où parmi des feuilles d'iris s'étalait une grande fleur d'un bleu éclatant. « C'est superbe !» s'écria sa seigneurie enchantée. « On dirait le fameux lotus indien. » Pendant la journée, les maîtres la plaçaient au soleil où elle resplendissait. Le soir, on dirigeait sur elle la lumière au moyen d'un réflecteur. On la montrait à tout le monde l'admirait. On déclarait qu'on n'avait jamais vu une fleur pareille, qu'elle devait être des plus rares. Ce fut l'avis notamment de la plus noble jeune fille du pays qui vint en visite au château. Elle était princesse, fille du roi. Elle avait en outre de l'esprit et du cœur, mais dans sa position, ce n'est là qu'un détail oiseux. Les seigneurs tinrent à l'honneur de lui offrir la magnifique fleur. Ils la lui envoyèrent au palais royal. Puis ils allèrent au jardin en chercher une autre pour le salon. Ils le parcoururent vainement, jusque dans les moindres recoins. Ils n'en trouvèrent aucune autre, non plus que dans la serre. Ils appelèrent le jardinier et lui demandèrent où il avait pris la fleur bleue. « Si vous n'en avez pas trouvé, dit Larsen, c'est que vous n'avez pas cherché dans le potager. Ah, ce n'est pas une fleur à grande prétention, mais elle est belle tout de même. C'est tout simplement une fleur d'artichaut. » « Grand Dieu, une fleur d'artichaut !» s'écria alors Seigneurie. « Mais, malheureux, vous auriez dû nous dire cela tout d'abord. Que va penser la princesse? Que nous nous sommes moqués d'elle. Nous voilà compromis à la cour. La princesse a vu la fleur dans notre salon, elle l'a prise pour une fleur rare et exotique. Elle est pourtant instruite en botanique. Mais la science ne s'occupe pas des légumes. Quelle idée avez-vous eue, Larsen, d'introduire dans nos appartements une fleur de rien? Vous nous avez rendus impertinents ou ridicules. » On se garda bien de remettre au salon une de ces fleurs potagères. Les maîtres se firent à la hâte excuser auprès de la princesse, rejetant la faute sur leur jardinier, qui avait eu cette bizarre fantaisie et qui avait reçu une verte remontrance.
C'est un tort et une injustice, dit la princesse. Comment ? Il a attiré nos regards sur une magnifique fleur que nous ne savions pas apprécier. Il nous a fait découvrir la beauté où nous ne nous avisions pas de la chercher. Et on l'en blâmerait ? Tous les jours, aussi longtemps que les artichauts seront fleuris, je le prie de m'apporter au palais une de ces fleurs. Ainsi fut-il fait. Les maîtres de Larsen s'empressèrent, de leur côté, de réinstaller la fleur bleue dans leur salon et de la bien mettre en évidence, comme la première fois. Oui, elle est magnifique, dirent-ils. On ne peut le nier. C'est curieux, une fleur d'artichaut. Le jardinier fut complimenté. Oh, les compliments, les éloges, voilà ce qu'il aime, disaient les maîtres. Il est comme un enfant gâté. Un jour d'automne s'éleva une tempête épouvantable. Elle ne fit qu'aller en augmentant toute la nuit. Sur la lisière du bois, une rangée de grands arbres furent attachés avec leurs racines. Les 2 arbres couverts de nids d'oiseaux furent aussi renversés. On entendit jusqu'au matin les cris perçants, les piaillements aigus des corneilles effarées, dont les ailes venaient frapper les fenêtres. « Vous voilà satisfait, Larsen, dirent les maîtres. Voilà ces pauvres vieux arbres par terre. Maintenant, il ne reste plus ici trace des anciens temps. Tout est détruit, comme vous le désiriez. Ma foi, cela nous a fait de la peine. » Le jardinier ne répondit rien. Il réfléchit aussitôt à ce qu'il ferait de ce nouvel emplacement, bien situé au soleil. En tombant, les 2 arbres avaient abîmé les buis taillés en pyramide. Ils furent enlevés. Larsen les remplaça par des arbustes et des plantes, pris dans les bois et dans les champs de la contrée. Jamais jardinier n'avait encore eu cette idée. Il réunit là le genévrier de la bruyère du Jutland, qui ressemblait tant aussi près d'Italie, le houx, toujours vert, les plus belles fougères semblables aux palmiers, de grands bouillons blancs qu'on prendrait pour des candélabres d'église. Le sol était couvert de jolies fleurs des prés et des bois. Cela formait un charmant coup d'œil. À la place des vieux arbres fut planté un grand mât, au haut duquel flottait l'étendard du Dannebrog, et tout autour se dressaient des perches, où, en été, grimpait le houblon. En hiver, à Noël, selon un antique usage, une gerbe d'avoine fut suspendue à une perche, pour que les oiseaux prissent part à la fête. Il devient sentimental sur ces vieux jours, ce bon Larsen, disaient les maîtres. Mais ce n'en est pas moins un serviteur fidèle et dévoué. Vers le Nouvel An, une des feuilles illustrées de la capitale publia une gravure du vieux château. On y voyait le mât avec le Dannebrog et la gerbe d'avoine au bout d'une perche. Et dans le texte, on faisait ressortir ce qu'avait de touchant cette ancienne coutume de faire participer les oiseaux du bon Dieu à la joie générale des fêtes de Noël. On félicitait ceux qui l'avaient remise en pratique. Vraiment, tout ce que fait ce Larsen, on le tambourine aussitôt, dirent les maîtres. Il a de la chance. Nous devons presque être fiers qu'il veuille bien rester à notre service. Ce n'était là qu'une façon de parler. Ils n'en étaient pas fiers du tout. Et n'oubliaient pas qu'ils étaient les maîtres et qu'ils pouvaient, s'il leur plaisait, renvoyer le jardinier, ce qui eût été sa mort tant il aimait son jardin. Aussi ne le firent-ils pas. C'étaient de bons maîtres, mais ce genre de bonté n'est pas fort rare et c'est heureux pour les gens comme Larsen. La malle volante. Il était une fois un marchand, si riche qu'il eût pu paver toute la rue et presque une petite ruelle encore en pièces d'argent. Mais il ne le faisait pas. Il savait employer autrement sa fortune et s'il dépensait 1 skilling, c'est qu'il savait gagner 1 daler. Voilà quelle sorte de marchand c'était. Et puis, il mourut. Son fils hérita de tout cet argent et il mena joyeuse vie. Il allait chaque nuit au bal masqué et faisait des ricochets sur la mer avec des pièces d'or à la place des pierres plates. À ce train, l'argent filait vite. À la fin, le garçon ne possédait plus que 4 shillings et ses seuls vêtements étaient une paire de pantoufles et une vieille robe de chambre. Ses amis l'abandonnèrent puisqu'il ne pouvait plus se promener avec eux dans la rue. Mais l'un d'eux, qui était bon, lui envoya une vieille malle en lui disant « Fais tes paquets !» C'était vite dit, il n'avait rien à mettre dans la malle, alors il s'y mit lui-même. Quelle drôle de malle! Si on appuyait sur la serrure, elle pouvait voler. C'est ce qu'elle fit, et pouf!
Elle s'envola avec lui à travers la cheminée, très haut, au-dessus des nuages, de plus en plus loin. Le fond craquait. Notre homme craignait qu'il ne se brise en morceaux. Il aurait fait une belle culbute, grand Dieu. Et puis, il arriva au pays des Turcs. Il cacha la malle dans la forêt, sous des feuilles sèches, et entra tel qu'il était dans la ville. Ce qu'il pouvait bien se permettre, puisque, en Turquie, tout le monde se promène en robe de chambre et en pantoufles. Il rencontra une nourrice avec un petit enfant. « Écoute un peu, nourrice turque, dit-il. Qu'est-ce que c'est que ce grand château près de la ville? Les fenêtres en sont si hautes. »« C'est là qu'habite la fille du roi, répondit-elle. Il lui a été prédit qu'elle serait très malheureuse par le fait d'un fiancé. C'est pourquoi personne ne doit aller chez elle sans que le roi et la reine soient présents. Merci, dit le fils du marchand. Il retourna dans la forêt, s'assit dans la malle, vola jusqu'au toit du château et se glissa par la fenêtre chez la princesse. Elle était couchée sur le sofa et dormait. Elle était si adorable que le fils du marchand ne put se retenir de lui donner un baiser. Elle s'éveilla, effrayée, mais il lui affirma qu'il était le dieu des Turcs et qu'il était venu vers elle à travers les airs, ce qui plut beaucoup à la demoiselle. Ils s'assirent l'un à côté de l'autre et il lui raconta des histoires. Ses yeux étaient les plus beaux lacs sombres sur lesquels les pensées nageaient comme des sirènes. Son front était un mont neigeux aux salles magnifiques, pleines d'images. Il parla aussi des cigognes qui apportent les mignons bébés. Quelles belles histoires! Alors il demanda sa main à la princesse et elle dit oui, tout de suite. « Mais revenez ici samedi, lui dit-elle, car le roi et la reine viennent prendre le thé chez moi. Ils seront très fiers de me voir épouser le dieu des Turcs. Mais sachez leur raconter un très beau conte, car il les aime énormément. Ma mère les veut moraux et distingués. Mes pères les apprécient, très gais, que l'on puisse rire. Bien, je n'apporterai d'autre cadeau de mariage qu'un conte, répondit-il. Là-dessus, ils se quittèrent, après que la princesse lui eut donné un sabre incrusté de pièces d'or, et c'est cela surtout qui pouvait lui être utile. Il s'envola, s'acheta une nouvelle robe de chambre et s'assit dans la forêt pour composer un conte. Il devait être terminé samedi, et ce n'est pas si facile. Pourtant, quand vint le samedi, c'était fait. Le roi, la reine et toute la cour prenaient le thé chez la princesse et l'attendaient. Il fut reçu avec beaucoup de gentillesse. « Voulez-vous nous raconter une histoire ?» demanda la reine. « Une histoire d'un esprit profond et instructif. Mais qui fait quand même rire, dit le roi. « Je veux bien, dit-il, et il se mit à raconter. Il y avait une fois un paquet d'allumettes, très fiers de leur origine. Leur ancêtre, un grand sapin dont elles étaient toutes nées, avait été un grand, vieil arbre dans la forêt. Les allumettes se trouvaient maintenant sur une tablette, entre un briquet et une vieille marmite de fer, et elles parlaient de leur jeunesse. « Quand nous étions parmi les rameaux verts, soupirait-elle, on peut dire que c'était la belle vie. C'était matin et soir, thé de diamant, la rosée, toute la journée le soleil quand il brillait, et les oiseaux pour nous raconter des histoires. Et nous nous sentions riches. Les arbres à feuillage n'étaient vêtus que l'été. Nous avions les moyens d'être habillés de vert été comme hiver. Mais les bûcherons sont venus et ça a été la grande révolution. Notre famille fut dispersée. Notre père, le tronc, fut placé comme grand mât sur un splendide navire qui pouvait faire le tour du monde s'il le voulait. Les autres branches furent utilisées ailleurs, et notre sort à nous est maintenant d'allumer les lumières pour les gens du commun. C'est pourquoi nous, gens de qualité, avons échoué à la cuisine. Mon histoire est toute différente, dit la marmite. Depuis que je suis venue au monde, on m'a récuré et fait bouillir tant de fois. Je pourvois au substantiel et suis réellement la personne la plus importante de la maison. Ma seule joie, c'est, après le repas, de m'étendre propre et récuré sur une planche et de tenir la conversation avec les camarades. Mais à l'exception du seau d'eau, qui de temps en temps descend dans la cour, nous vivons très renfermés.
Notre seul agent d'information est le panier à provisions. Mais il parle avec tant d'agitation du gouvernement et du peuple. Oui, l'autre jour, un vieux pot, effrayé de l'entendre, est tombé et s'est cassé en 1000 morceaux. Il a des idées terriblement avancées, vous savez. Tu parles trop, dit le briquet. Son acier frappa la pierre à fusil, qui lança des étincelles. Tâchons plutôt de passer une soirée un peu gaie. Oui, dirent les allumettes. Cherchons qui sont ici les gens du plus haut rang. Non, je n'aime pas à parler de moi, dit le pot de terre. Ayons une soirée de simple causerie. Je commencerai. Racontons quelque chose que chacun a vécu, c'est bien facile et si amusant. Au bord de la Baltique, sous les hêtres danois. Quel charmant début, interrompirent les assiettes. Nous sentons que nous aimerons cette histoire. Oui, j'ai passé là ma jeunesse dans une paisible famille. Les meubles étaient cirés, les parquets lavés, les rideaux changés tous les 15 jours. Comme vous racontez d'une manière intéressante, dit le balai à poussière. On se rend compte tout de suite que c'est une femme qui parle. Il y a quelque chose de si propre dans votre récit. Oui, ça se sent, dit le seau d'eau. Et de plaisir, il fit un petit bond, et l'on entendit platch sur le parquet. Le pot de terre continua son récit, dont la fin était aussi bonne que le commencement. Les assiettes s'entrechoquaient d'admiration, et le balai prit un peu de persil et en couronna le pot, parce qu'il savait que cela vexerait les autres, et aussi parce qu'il pensait « Si je le couronne aujourd'hui, il me couronnera demain. » « Maintenant, je vais danser pour vous, » dit la pincette. Et elle dansa. Grand Dieu, comme elle savait lancer la jambe. La vieille garniture de chaise dans le coin craqua d'intérêt devant ce spectacle. « Est-ce que je serai couronnée ?» demanda la pincette. Et elle le fut. « Comme elle est vulgaire !» pensèrent les allumettes. C'était au tour de la bouilloire à thé de chanter, mais elle prétendait avoir un rhume et ne pouvoir chanter qu'au moment de bouillir. Ce n'était qu'une poseuse qui ne voulait se produire que sur la table des maîtres. Sur la fenêtre, il y avait une vieille plume dont la servante se servait pour écrire. Elle n'avait rien de remarquable, sinon qu'elle avait été plongée trop profondément dans l'encrier, ce dont elle tirait grande vanité. « Si la bouilloire à thé ne veut pas chanter, dit-elle, elle n'a qu'à s'abstenir. Il y a, là dehors, dans une cage, un rossignol. Lui sait chanter, quoiqu'il n'ait jamais appris. Il nous suffira pour ce soir. » « Je trouve fort inconvenant, dit la bouilloire, qui était la cantatrice de la cuisine, qu'un oiseau étranger se produise ici. Est-ce patriotique? J'en fais juge le panier à provisions. »« Je suis vexée, dit le panier à provisions. Plus que vous ne le pensez peut-être. Est-ce une manière convenable de passer la soirée? Ne vaudrait-il pas mieux réformer toute la maison, mettre chacun à sa place? Je dirigerai le mouvement, ce serait autre chose. »« Oui, faisons du chahut !» s'écrièrent-ils tous. À cet instant, la porte s'ouvrit. La servante entra. Tous devinrent muets. Personne ne broncha, mais il n'y avait pas un seul petit pot qui ne fût conscient de ses possibilités et de sa distinction. « Si j'avais voulu, pensaient-ils tous, cela aurait vraiment pu être une soirée très gaie. » La servante prit les allumettes et les gratta. Comme elles crépitaient et flambaient. Maintenant, tout le monde voit bien que nous sommes les premières. Quel éclat, quelle lumière! Ayant dit, elles s'éteignirent. « Quel charmant conte !» dit la reine. « Je croyais être à la cuisine avec les allumettes. Oui, tu auras notre fille. »« Bien sûr, dit le roi, tu auras notre fille lundi. » Il le tutoyait déjà puisqu'il devait entrer dans la famille. Le mariage fut fixé. La veille au soir, toute la ville fut illuminée. Les petits pains mollets et les croquignoles volaient de tous côtés. Les gamins des rues se tenaient sur la pointe des pieds, criaient « Bravo !» et sifflaient dans leurs doigts. Une belle soirée. Il faut aussi que je fasse quelque chose de bien, pensa le fils du marchand. Il acheta des raquettes, des fusées, des pétards et tous les feux d'artifice imaginables. Il les mit dans sa malle et s'envola dans les airs. Pfft! Quelle gerbe et quel crépitement tombait du ciel! Tous les Turcs sautaient en l'air, leurs pantoufles volant par-dessus leurs oreilles. Ils n'avaient jamais rien vu de si beau.
Ils étaient bien persuadés que c'était le dieu des Turcs lui-même qui allait épouser la princesse. Aussitôt que le fils du marchand fut redescendu dans la forêt, il se dit « Je vais aller en ville pour savoir comment tout s'est passé en bas et ce qu'on a pensé de mon feu d'artifice. » Et c'était assez naturel qu'il fût curieux de le savoir. Non, ce que les gens pouvaient en dire, chacun avait vu la chose à sa façon, mais tous l'avaient vivement apprécié. « J'ai vu le dieu des Turcs en personne, disait l'un. Il avait des yeux brillants comme des étoiles et une barbe comme l'écume de la mer. Il portait un manteau de feu, disait l'autre. Les anges les plus ravissants montraient leur tête dans ses plis. Tout cela est fort agréable. » Et le lendemain, le mariage devait avoir lieu. Il retourna dans la forêt pour remonter dans sa malle. Où était-elle donc? Elle avait brûlé. Une étincelle du feu d'artifice y avait mis le feu et la malle était en cendres. Il ne pouvait plus voler. Il ne pouvait plus se présenter devant sa fiancée. Elle l'attendit toute la journée sur le toit de son palais. Elle l'y attend encore, tandis que lui court le monde en racontant des histoires. Mais elles ne sont plus aussi amusantes que celles des allumettes. Le montreur de marionnettes. Sur le paquebot, il y avait un homme d'un autre temps, au visage si radieux qu'à le voir, on pouvait croire qu'il s'agissait de l'homme le plus heureux de la terre. C'est d'ailleurs lui-même qui me l'avait dit. C'était un compatriote, un Danois comme moi, et il était directeur de théâtre. Il promenait toute sa troupe avec lui dans une petite caisse, car c'était un marionnettiste. Déjà de nature gaie, il était devenu un homme totalement heureux, disait-il, grâce à un jeune ingénieur. Je n'avais pas tout de suite compris ce qu'il disait, et il me raconta donc son histoire, et la voici pour vous. Cela se passait dans la ville de Slagels, commença-t-il. J'y donnais un spectacle, à l'hôtel La Cour de la Poste. C'était une très belle salle, et il y avait un excellent public, composé d'enfants et d'adolescents, à part quelques vieilles dames. Et tout à coup, entra un homme vêtu de noir, à l'allure d'étudiant, qui s'assit, rit au bon moment, applaudit quand il le fallait. Bref, un spectateur peu ordinaire. Il fallait que je sache qui c'était. J'appris qu'il s'agissait d'un jeune ingénieur et qu'il était envoyé par l'école centrale pour faire des conférences à la campagne. J'eus fini mon spectacle à 8 heures. Vous le savez bien, les enfants doivent aller au lit de bonne heure et le théâtre doit veiller à satisfaire le public. À 9 heures, l'ingénieur commença sa conférence avec des expériences. Et cette fois-ci, j'étais dans le rôle du spectateur. Quel régal de l'écouter et de l'observer. La plupart du temps, cela me paraissait de l'hébreu et pourtant je me disais « Nous, les hommes, sommes capables d'inventer beaucoup de choses, alors pourquoi ne trouvons-nous rien pour allonger la durée de notre vie ?» Il ne présentait que de petits miracles, mais il le faisait si vite et avec tant de dextérité et en respectant les règles de la nature. Au temps de Moïse et des prophètes, l'ingénieur aurait fait partie des sages du pays, et au Moyen-Âge, il aurait été brûlé sur le bûcher. J'ai pensé à lui pendant toute la nuit, et lors de mon spectacle, le soir suivant, je n'ai été de bonne humeur que lorsque j'ai vu que l'ingénieur était à nouveau là, dans la salle. Un jour, un acteur m'avait dit que, lorsqu'il jouait le rôle d'un jeune premier, il pensait toujours à une seule femme dans la salle, et il jouait pour elle en oubliant les autres. Pour moi, ce soir-là, l'ingénieur était elle, la spectatrice pour laquelle je jouais. Lorsque le spectacle fut terminé et que toutes les marionnettes eurent bien remercié leur public, je fus invitée par l'ingénieur chez lui pour boire un verre. Il me parla de ma comédie et je lui parlais de sa science, et je pense que nous nous amusâmes aussi bien l'un que l'autre. Mais moi, je posais tout de même plus de questions, car dans ses expériences, il y avait beaucoup de choses qu'il ne savait expliquer. Par exemple, le fer qui passe à travers une sorte de spirale et se magnétise. Que devient-il? Le morceau de fer est-il visité par un esprit? Mais d'où ce dernier vient-il? C'est comme avec les hommes, me suis-je dit.
Le bon Dieu les fait passer par la spirale du temps où ils rencontrent un esprit, et tout à coup, nous avons un Napoléon, un Luther et tant d'autres. Le monde n'est qu'une longue suite de miracles, acquiesça le jeune ingénieur, et nous y sommes si habitués qu'il ne nous étonne même plus. Et il parla et expliqua, jusqu'à ce que j'eusse l'impression de tout comprendre. Je lui avouai que si je n'étais pas si vieux, je m'inscrirais immédiatement à l'école centrale pour comprendre le monde, et cela, bien que je fusse l'un des hommes les plus heureux. Un des plus heureux, dit-il, comme s'il se délectait de ces mots. Vous êtes heureux ? demanda-t-il. Oui, répondis-je, je suis heureux. Et où que j'aille avec ma compagnie, je suis accueilli à bras ouverts. J'ai néanmoins un grand souhait. C'est parfois comme un cauchemar et il trouble ma bonne humeur. Je vais vous dire ce que c'est. Je voudrais diriger une troupe d'acteurs vivants. Vous souhaiteriez que vos marionnettes s'animent d'elles-mêmes, qu'elles deviennent des acteurs en chair et en os, et vous voudriez être leur directeur ? demanda l'ingénieur. Et pensez-vous que cela vous rendrait heureux ? Il ne le pensait pas, mais je le pensais. Et on en discuta alors longtemps, sans jamais vraiment rapprocher nos idées, aucun de nous ne sachant convaincre l'autre. Nous buvions du bon vin, mais il devait y avoir de la magie en lui, autrement, cette histoire ne raconterait que mon état d'ébriété. Non, je n'étais pas saoul, je voyais tout très clairement. La chambre était inondée de soleil. Le visage de l'ingénieur s'y reflétait et je pensais aux dieux éternellement jeunes des temps anciens, lorsqu'il y en avait encore. Je le lui dis aussitôt et il sourit. Croyez-moi, à cet instant j'aurais juré qu'il était un dieu déguisé ou un de leurs proches. Et il dit aussi que mon plus grand souhait allait se réaliser. Les marionnettes s'animeraient et je serais le directeur d'une vraie troupe d'acteurs vivants. Nous trinquâmes et il rangea toutes les marionnettes dans la petite caisse, me l'attacha sur le dos et me fit passer à travers une spirale. Je me vois encore tombant par terre et mon souhait se réalisa. Toute ma troupe sortit de la petite caisse. Toutes les marionnettes avaient été visitées par un esprit. Toutes devinrent d'excellents artistes. C'est en tout cas ce qu'elles pensaient. Et j'étais leur directeur. Tout fut immédiatement prêt pour le premier spectacle. Et tous les acteurs, et même les spectateurs, voulurent me parler sans tarder. La ballerine prétendit que le théâtre allait s'écrouler si elle n'arrivait pas à tenir sur une seule pointe. C'était une très grande artiste. Et elle voulait qu'on agisse avec elle en conséquence. La marionnette qui jouait l'impératrice exigea qu'on la considérât comme telle, même en dehors de la scène, pour mieux entrer dans la peau de son personnage. L'acteur dont le rôle consistait à porter une lettre sur la scène se sentit brusquement aussi important que le jeune premier, car, selon lui, dans une création artistique, les petits rôles étaient aussi importants que les grands. Là-dessus, le héros principal demanda que son rôle ne se compose que de répliques de sortie, car elles étaient toujours suivies d'applaudissements. La princesse voulut jouer uniquement à la lumière rouge et surtout pas la bleue, car le rouge lui allait mieux au teint, et moi, j'étais au centre de tout cela, puisque j'étais leur directeur. J'en eus le souffle coupé. Je ne savais plus où donner de la tête. J'en étais anéantie. Je me suis retrouvée avec une nouvelle espèce humaine et je souhaitais les voir tous rentrer dans la boîte et n'avoir jamais été leur directeur. Je leur dis qu'en fait, ils étaient tous des marionnettes et ils me battirent à mort. J'étais couchée dans ma petite chambre, dans mon lit. Comment je m'y étais retrouvée ? L'ingénieur devait le savoir. Moi, je ne le savais pas. Le plancher était éclairé par la lune. La boîte des marionnettes était là, renversée. Et toutes les marionnettes en étaient tombées et gisaient au sol, les unes sur les autres. Je repris immédiatement conscience, sortis de mon lit, et jetai les marionnettes dans la boîte, n'importe comment, sans ordre, jusqu'à la dernière. Je refermai le couvercle et m'assis sur la boîte. Vous imaginez le tableau ? Moi, oui. Vous resterez où vous êtes, ai-je dit, et je ne souhaiterais plus jamais que vous deveniez des acteurs en chair et en os. Cela m'avait soulagée. Ma bonne humeur était revenue.
J'étais l'homme le plus heureux de la terre, si heureux que je m'endormis sur la boîte. Et le matin, en fait il était midi, je dormis plus longtemps que d'habitude. J'étais encore assis, heureux, car j'avais compris que mon unique souhait d'autrefois était stupide. Je partis à la recherche de l'ingénieur, mais il avait disparu, ainsi que les dieux grecs et romains. Et depuis lors, je suis l'homme le plus heureux du monde. Je suis un directeur comblé, ma troupe ne me contredit pas, les spectateurs non plus, ils s'amusent de bon cœur et moi, je compose mes pièces librement et à ma guise. De toutes les comédies, je choisis la meilleure, selon mes goûts, et personne n'y trouve à redire. Les pièces que les grands théâtres actuels méprisent, mais qui étaient, il y a 30 ans, de grands succès, et faisaient pleurer tout le monde, je les joue aujourd'hui, aux petits et aux grands. Elles font pleurer les petits, comme elles faisaient pleurer leur père et leur mère, il y a 30 ans. J'ai au programme Jeanne Montfaucon, Eddie Vucke, dans sa version courte, parce que les petits n'aiment pas les grandes scènes d'amour. Ils veulent de la tragédie, et bien vite, dès le début. J'ai sillonné le Danemark en long et en large. Je connais tout le monde et tout le monde me connaît. Je suis en ce moment en route pour la Suède. Et si j'y ai du succès et gagne suffisamment d'argent, je deviendrai scandinave sinon. Non? Je vous le dis comme un compatriote. Et moi, en tant que compatriote, je transmets le message. Bonjour et bienvenue dans l'avant-dernier vlog lecture sur le premier tome des Contes merveilleux de Hans Christian Andersen. Je suis encore plus ébouriffée que d'habitude parce que ça vente fort dehors. Ne jugez pas, merci. Attendez, on va essayer d'arranger tout ça. Oui, ça va pas tenir. Donc, nous avons lu 7 contes. Comme je vous l'avais dit du coup dans le précédent vlog lecture, j'ai préféré lire ces 7 contes d'affilée pour que une semaine du petit elfe ferme l'œil, donc du lundi au dimanche, qui sera l'ensemble de derniers contes face à un ensemble en fait tout seul. Ce qui fait que là c'est sans doute long, je pense que c'est bien long, mais donc je vais essayer de faire court au niveau du vlog lecture. On commence par Grand Klaus et Petit Klaus. Il y avait un petit côté un peu comédie de Feydeau là avec le sacristain qui était planqué dans la boîte. Mais le truc que j'aime bien dans ce genre de conte justement, c'est que le petit Klaus qui était le plus pauvre finisse par être à la fois le plus riche et enfin à berner tout le monde. Il y a un petit côté un peu glauque avec l'histoire des grands-mères et de leurs cadavres entre guillemets. Mais du coup je trouvais ça intéressant que ce soit encore un petit entre guillemets qui gagne et qui berne le monde. Et que Grand Klaus, qui était déjà plus riche que lui, et d'autres personnes se fassent berner par lui. Je trouvais ça assez intéressant. Le truc qui était rigolo d'ailleurs, c'est que Klaus, c'était orthographié dans ma version C-L-A-U-S. Pour moi, c'était un K. Mais peut-être qu'il y a plusieurs orthographes. Les habits neufs du Grand-Duc, je connaissais. Sous cette forme-là d'ailleurs. Les habits neufs du Grand-Duc, je trouve ça excellent, le fait qu'il croit les deux tisserands qui sont des fripons, entre guillemets, qui disent qu'ils sont en train de fabriquer une toile qui est extraordinaire, qui est super belle et qui permet de montrer les incapables et ceux qui sont trop bornés en les rendant invisibles en fait, en se rendant invisibles à leurs yeux. Et ce qui fait que, évidemment, personne ne voit cette l'étoffe qui n'a pas été fabriquée parce qu'elle n'existe pas. Et ce qui fait que personne ne le dit et on a le Grand-Duc qui est à poil en fait à la fin et j'ai trouvé ça assez marrant. Mais c'est très conte en fait, le côté berner tout le monde par la parole. C'est très très conte. Il y a un côté assez irrévérencieux que j'aime beaucoup. On passe à Hans le Balourd, qui était là encore peut-être le plus jeune ou en tout cas le plus bête des 3 enfants du vieux seigneur.
Et il y a un côté qui est très absurde que je trouve super intéressant, qu'il arrive avec une corneille qui est morte, avec un vieux sabot et de la boue. Et il y a un côté vraiment très vraiment absurde, plus absurde en fait que merveilleux entre guillemets. Et je me demande si c'est pas un espèce de petit taquet à un ancien roi danois. Je ferai des petites recherches, si je trouve quelque chose, je le mettrai en barre d'infos parce que comme je vous disais, le vlog lecture, je le fais à chaud, là je viens de finir de lire les contes il y a quelques minutes. Donc j'ai pas fait de recherche, pas sur Hans le Balourd. Attendez, on va voir. On va voir vite fait. Ah, en même temps, Hans le Balourd comme Hans Christian Andersen. Parce qu'à la fin, c'est ainsi que Hans le Balourd devint roi. Il eut une femme et une couronne, et s'assit sur un trône, et c'est le journal qui nous en informa. Mais peut-on vraiment se fier aux journaux? Alors j'ai parcouru rapido la fiche Wikipédia de Hans Christian Andersen. Alors, visiblement, c'est un homme qui était homosexuel, ça ne devait pas vraiment passer l'homosexualité à cette époque, parce qu'il est né au 19e siècle, il est né et mort au 19e siècle. Il est né en 1805 et est mort en 1875 au Danemark. Il a toujours vécu dans la pauvreté, etc. Et à un moment, apparemment, en fait, comme il était peut-être un petit peu fantasque, un peu décalé, il a subi des moqueries au niveau des journaux. J'ai vu ça rapidement. Là, il y a un contemporain et compatriote, Søren Kierkegaard, qui a critiqué le roman d'Andersen publié au Danemark, donc Rien qu'un violonneux. Dans Extrait des papiers d'une personne encore vivante, publié contre sa volonté en 1838, avec pour sous-titre Sur Andersen comme romancier, avec un constant regard sur son œuvre la plus récente, Rien qu'un violonneux. Seul ouvrage que Kierkegaard traduit en anglais, on trouve une critique considérée comme injuste de nos jours. Il dit au sujet du personnage principal du livre: ce qui périt dans le roman d'Andersen, ce n'est pas un génie qui lutte, mais un pleurnicheur à qui on a dit qu'il était un génie et qui partage seulement avec le génie le fait qu'il souffre. Enfin, il y a vraiment, j'ai l'impression, le fait que c'est quelqu'un qui a été moqué, qui a vécu dans une relative pauvreté tout au long de sa vie. Donc je vous dis juste ce que j'ai lu vraiment en diagonale, donc il n'y a rien de précis dans ce que je dis, et c'est sans doute peut-être même pas très juste. Enfin, j'ai vu quelques articles passer aussi sur des interprétations de ces contes. Mais bref, donc est-ce que Hans le Balourd et Hans Christian Andersen, pourquoi pas? C'est pas la première fois qu'il se met en scène dans un de ses contes. Après Hans le Balourd, on était sur l'heureuse famille avec les escargots, les grands escargots qui voulaient être cuits et déposés sur un plat d'argent dans le grand manoir. C'était assez mignon, mais dans la forêt de Bardane, ouais, c'était marrant. Le jardinier et ses maîtres, mais je me demande s'il n'y a pas aussi une espèce de part autobiographique. Le fait que le jardinier, en fait, on lui prête le besoin de reconnaissance, ses maîtres que je trouve assez injuste, sauf que lui, tout ce qu'il veut, c'est jardiner, c'est montrer, partager en fait le plaisir de jardiner, les fruits de son travail, les fruits... montrer les fruits, les légumes, les fleurs, même des fleurs qui sont tout ordinaires comme la fleur d'artichaut. Et ces maîtres, en fait, lui prêtent des intentions de vouloir être un peu admiré, etc. Alors que l'admiration arrive, mais qu'il ne la demande pas vraiment. Je trouve qu'il reste dans une position qui est très humble. Et de ce que j'ai lu, encore une fois, en diagonale sur Hans Christian Andersen, c'est qu'il vivait dans une telle pauvreté qu'il a bénéficié de bourses, et encore avant, il a été formé dans des écoles, mais à titre gratuit. Et je pense qu'il y a une énorme part autodidacte aussi dans son éducation. Et qu'en fait, comme ça, il a commencé un peu à susciter l'admiration de ses pairs qui écrivaient. Et il a toujours eu besoin d'avoir la protection de personnes qui étaient plus riches pour lui, un peu en statut de mécène, pour pouvoir manger. Parce que c'est un peu ce qu'on veut. Et c'est pour ça que je me demande là,
Mais je pense que je vais faire une vidéo sur la bio de Hans Christian Andersen et je ferai sans doute la même chose sur les frères Grimm. Sauf que les frères Grimm, ça fait un moment que je les ai lus. Donc, je me souviens plus de tous les contes. Mais je sais pas. Il y avait un truc profondément injuste, je trouve, dans Le jardinier et ses maîtres. Le fait qu'en fait, on montrait un jardinier très talentueux et qui voulait partager ce qu'il faisait, et des maîtres qui étaient mesquins. Et qui n'y connaissaient rien, en fait. Et la conclusion en fait de ce conte, c'était tout ce que fait ce Larsen, on le tambourine aussitôt, dirent les maîtres. Il a de la chance, nous devons presque être fiers qu'il veuille bien rester à notre service. Ce n'était là qu'une façon de parler, ils n'en étaient pas fiers du tout, et n'oubliez pas qu'ils étaient les maîtres, et qu'ils pouvaient, s'il leur plaisait, renvoyer leur jardinier, ce qui eût été sa mort, tant il aimait son jardin. Aussi ne le firent-ils pas. C'étaient de bons maîtres, mais ce genre de bonté n'est pas fort rare, et c'est heureux pour les gens comme Larsen. Il y a un truc hyper triste. C'est hyper triste. Pour la malvolante, on part en Turquie avec le dieu des Turcs, qui n'est pas un dieu du tout. Et j'ai vraiment aimé ce côté-là, en fait. Je pense qu'on était en pleine vague de l'orientalisme à cette époque-là. Je dis peut-être des bêtises, encore une fois, je ne suis pas très calée dans tous les courants de pensée, tous les modes passés. C'est assez rigolo parce qu'au final, le fils du marchand, comme ça, qui récupère une malle qui est magique, qui fait plein de choses, qui peut épouser la princesse, et en fait, c'est sa malle qui est magique, qui est détruite. Donc, il continue à raconter des histoires qui sont plus aussi bonnes parce que sa malle a été détruite. Je sais pas, il y a un côté vachement mélancolique en fait dans ces contes, je trouve. Je crois que j'aurais parlé du dernier poème de ce samedi, à savoir Le montreur de marionnettes, où là encore, je m'interroge beaucoup sur la part biographique de ce conte. Il rencontre l'homme le plus heureux sur Terre. C'est d'ailleurs lui-même qui me l'avait dit. C'était un compatriote, un Danois comme moi, et il était directeur de théâtre. Est-ce qu'on n'a pas un Hans Christian Andersen qui est un peu directeur de théâtre, en animant tous ces petits contes, tous ces personnages? J'ai vraiment senti, moi là, dites-moi, de l'homosexualité masculine. À la fin, là, entre l'ingénieur et le montreur de marionnettes. À la fin, j'étais couchée dans ma petite chambre, dans mon lit. Comment je m'y étais retrouvée? L'ingénieur devait le savoir, moi je ne le savais pas. Le plancher était éclairé par la lune, gna gna gna. Je repris conscience, sortis de mon lit et jetai les marionnettes dans la boîte, n'importe comment, sans ordre, jusqu'à la dernière. Ça fait un peu un livre qu'on referme. Je refermai le couvercle et m'assis sur la boîte. Vous imaginez le tableau? Moi oui. Vous resterez où vous êtes. Et je ne souhaiterais plus jamais que vous deveniez des acteurs en chair et en os. Je vais y arriver, hein. J'avais compris que mon unique souhait d'autrefois était stupide. Le souhait d'être d'acteur en chair et en os. Je partis à la recherche de l'ingénieur, mais il avait disparu, ainsi que les dieux grecs et romains. Et depuis lors, je suis l'homme le plus heureux au monde. Je suis un directeur comblé, ma troupe ne me contredit pas, parce que ce sont des marionnettes de bois. Les spectateurs non plus, ils s'amusent de bon cœur, et moi, je compose mes pièces librement et à ma guise. Vous sentez toute la solitude là-dedans? De toutes les comédies, je choisis la meilleure, selon mes goûts, et personne n'y trouve à redire. Ça m'attriste en fait. Je regardais s'il y a eu des films sur Hans Christian Andersen. J'aimerais bien voir un peu sa vie... Il y a un film de 1952, Hans Christian Andersen et la danseuse. Ça a l'air d'être une espèce de mise en abîme. C'est un film musical américain réalisé par Charles Vidor en 1952. Il était une fois au Danemark un jeune cordonnier nommé Hans Christian Andersen. Un homme simple, généreux, qui, en une seule journée, va voyager au-delà des frontières de son petit village, au-delà des mers, au-delà du temps, au-delà de ses rêves les plus fous.
un extraordinaire périple dont les nombreuses rencontres inattendues vont offrir aux cordonniers la possibilité d'émerveiller tous les enfants du monde avec de fabuleux contes magiques, tels que La Petite Sirène, Le Vilain Petit Canard, Pousselina et bien d'autres. Monde merveilleux de Hans Christian Andersen, un film de 2003 de Philippe Saville. Ah, c'est un direct ou DVD? Il est sur Dailymotion. Je vous mettrai un... C'est Hans Christian Andersen, My Life as a Fairy Tale. Il est sur Dailymotion. Je vous mettrai le... Je vous mettrai le lien vers... si vous avez envie de jeter un œil. Je jetterai sans doute un œil. Il dure 2h46. N'hésitez pas à me dire ce que vous pensez de tout ça. Je vous mettrai le lien de la fiche Wikipédia aussi de Hans Christian Andersen, mais j'ai l'impression que plus j'en lis et plus je découvre de lui. Alors que moi, l'impression que j'ai, c'est que par exemple les frères Grimm, ce sont plus des collecteurs de contes qui vont sans doute les réécrire un peu à leur sauce, mais un peu dans la démarche de patrimoniale. Alors que, est-ce que Hans Christian Andersen, il est un peu dans la... Est-ce qu'il serait plus dans la mise en jeu, entre guillemets, de sa vie, de ce qu'il anime, au travers des contes qu'il écrit, qu'il imagine? Je pense que c'est plus des contes qu'il imagine. Donc, je ne sais pas s'il y a une petite nuance là qui me... Ah, ça m'intrigue. Je suis intriguée. Aidez-moi. Bon, allez, je m'arrête là parce que je suis tout ébouriffée, je suis fatiguée. Il est tard. Donc, passez un très bon samedi. Rêvez tout plein. Et réfléchissons ensemble en tant que lecteur ou auteur à la part de l'auteur dans son œuvre. On a 4 heures. Rêvez tout grand. À demain.